tout le monde et bienvenue à cette première soirée conjointe du comité femmes et du comité diversité de Projet Montréal. Mon nom est Éléonore et je suis ravie de vous accueillir pour une soirée d'échange sur le thème des femmes en politique, des femmes racisées en politique. Installez-vous tranquillement. Je vais vous accueillir en vous expliquant un petit peu comment est née cette idée et ensuite on va passer aux questions pour les panélistes. Vous avez dans le chat la possibilité de me poser directement des questions et il y a un Q&A qui va vous permettre de pouvoir poser des questions aux panélistes et on va se réserver du temps à la fin de cette rencontre pour pouvoir répondre à toutes vos questions, je l'espère. Donc, sans plus attendre, tout d'abord, nous sommes le 1er février, donc j'aimerais souhaiter à toutes et à tous un très bon mois de l'histoire des Noirs. Bien évidemment, cet événement a pour but aussi de célébrer l'apport de la communauté noire au Québec. Et si vous voulez en savoir plus sur cet apport et sur les événements qui vont avoir lieu dans le cadre de ce mois de l'histoire des Noirs, je vous convie à aller sur le site de moisdelhistoiredesnoirs.com, tout collé, et vous aurez leur programmation complète. Donc, la genèse de cet événement, en fait, c'est que avec l'élection de Kamala Harris aux États-Unis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont nos modèles? Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir les femmes racisées qui ont envie de se lancer en politique? Et puis comment nous, on peut être des alliés pour ces personnes-là? Donc, j'ai envie qu'on réussisse à avoir une discussion qui est bien évidemment saine et détendue, mais qui est basée sur cette approche un peu intersectionnelle des femmes et de leur rapport en politique. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos 3 merveilleuses panélistes, Daphné Collin, Arij El-Korbi, Samia Hossein, bonjour. Bonjour. Je vais vous inviter à ouvrir vos micros et à vous présenter. Donc, je vais commencer par Samia, donc organisatrice politique au niveau fédéral, mais j'ai aussi eu la chance de te croiser plusieurs fois au sein de Projet Montréal où tu es active sur plusieurs comités. Donc, je te laisse le micro et je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Éléonore, mais merci beaucoup à Projet Montréal pour offrir cette plateforme et cette chance pour les femmes racisées qui s'impliquent dans la communauté et aussi en politique de s'exprimer. Je m'appelle Samia Hossein, je suis organisatrice terrain au Parti libéral du Canada. Donc, je travaille à Montréal et je suis aussi organisatrice pour presque de la moitié de la province. Donc, pas seulement de Montréal, je m'occupe de la Rive-Sud et même de l'Abitibi aussi à distance. Pourquoi je m'implique en politique, c'est en fait parce que j'ai vu la politique depuis ma jeunesse. Donc, mes parents, quand ils ont immigré du Bangladesh au Canada, leur première façon de s'impliquer, c'était à travers la politique. Donc, j'ai vu mes parents faire du porte-à-porte du matin au soir dans les 3 paliers du gouvernement à Montréal. C'était toute une inspiration et même s'ils prenaient leur cours de francisation en même temps, la langue n'a pas été une barrière. Donc, ils ont quand même concentré à sortir les votes de notre communauté. Donc, c'est de quoi admirable. J'ai pris un parcours plus scientifique en niveau scolarité, donc je suis biologiste de formation, mais j'ai changé mon SARO pour aller faire du porte-à-porte en premier au municipal parce que ma toute première implication solo en politique, ça a été de participer à la campagne de Projet Montréal en 2017, plus précisément dans Parc Extension, mon quartier natal que j'aime bien. Et par la suite, je me suis impliquée dans le COALA, donc dans l'association locale de Villeray-Saint-Michel par extension. Et
suite à l'élection, je me retrouve au palier fédéral, donc pour le même parti que mes parents ont milité. Donc, j'ai eu la chance de participer dans 2 élections partielles que j'en parlerai un peu plus tard, et aussi à l'élection générale de 2019. Donc, tout comme mes parents, je m'implique en politique parce que les enjeux que je vois dans ma communauté se font refléter dans les 3 paliers. Le palier municipal reste le palier le plus qui est à proximité de tout le monde, et le palier fédéral aussi qui se concentre plus dans des dossiers un peu plus globaux, si on peut dire comme ça. Donc, et là, avec des élections autant municipales puis des rumeurs au fédéral, des 2 bords, en fait, je me prépare pour toute éventualité. Donc, j'ai bien hâte de continuer mon implication. Oui, c'est toute une année qui t'attend, Samia. Merci beaucoup. Puis merci aussi pour le temps et l'énergie que tu mets dans chacun des 2 paliers. Merci beaucoup. Je vais passer à Daphné Collin. Bonjour. Tu es soutien aux élus. Tu es soutien aux élus dans Rosemont et ancienne candidate de Projet Montréal dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. J'ai eu la chance aussi de te croiser en campagne, sur la campagne de Caroline Bourgeois, qui est maintenant mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît? Oui, ben moi, je suis avocate de formation en droit criminel et j'ai toujours été intéressée par la politique de plus loin que je me souvienne, mais j'étais plutôt dans les gradins plus que sur le terrain, jusqu'à ce que je participe à CTL, MTL Montréal en 2017. C'est 2 jours et demi de formation et de simulation où est-ce qu'on démystifie un peu la politique municipale et il y avait la participation des élus de l'époque, mais dont certains sont toujours présents. Durant ces 2 jours et demi, ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai pu voir le vécu de certains élus, leur parler, savoir c'était quoi être un élu, ça comportait quoi. Et quelques mois après, ben, une des participantes m'a contactée et elle était affiliée avec Projet Montréal. Elle m'a demandé, est-ce que tu aimerais être candidate? Donc, j'ai sauté dans l'aventure. J'ai été défait en 2017, mais ça m'a permis quand même. En fait, le cabinet de la mairesse m'a appelé pour savoir si je voulais être soutien aux élus au comité exécutif. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans le milieu municipal. Et je veux dire, j'ai tellement appris. J'ai eu la chance de non seulement travailler au comité exécutif, mais aussi en arrondissement. Présentement, j'étais à Rosemont-Petite-Patrie, donc c'est 2 mondes totalement différents, mais ça m'a permis vraiment de voir comme la campagne. Puis en plus, j'ai participé, comme tu le mentionnais, à la campagne de Caroline Bourgeois. C'est une partielle. J'ai pris un sans solde pour être à temps plein avec elle, puis vraiment voir comme de l'intérieur, comme de participer à une campagne. Fait que j'ai tout vu, je pense. Et vraiment beaucoup de faire. Ouais, en peu de temps, mais ça m'a comme... J'ai beaucoup aimé mon expérience et je la continue jusqu'à présent. Merci, merci infiniment. Et finalement, Ariel Corby, bonjour. Tu es une ancienne commissaire scolaire, mais j'ai eu la chance de te croiser pendant que tu étais candidate pour Projet Montréal, la 2e fois, parce que, oui. dans l'arrondissement Saint-Léonard, qui malheureusement, élection qui a été, comme vous le savez peut-être, interrompue par la pandémie, mais malgré tout, ça a été une très belle expérience pour moi de te côtoyer, de voir ton énergie, de voir comment tu travaillais fort sur le terrain et à quel point tu étais impliquée. Et donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce qui t'a amené, toi, toute jeune fille, à t'impliquer en politique et t'impliquer pour ta communauté. Merci, Honor, puis merci encore à Projet Montréal et de Comité des femmes d'organiser cette discussion où est-ce qu'on peut parler de femmes et de politique et de diversité. Donc, c'est des sujets qui sont très importants, qui sont aussi reliés l'un à l'autre parce que moi, je parlais de moi, comment moi, femme racisée qui s'est retrouvée en politique. Donc, je suis un peu comme
comme ma collègue de l'écran Zoom à droite. Donc, Daphné, moi, j'ai toujours vu la politique de l'extérieur. Je ne me suis jamais aventurée, mais j'étais beaucoup intéressée par ça. Euh, Moi, j'ai vécu le mouvement étudiant en 2012, donc c'était vraiment ma première lancée dans le monde de qu'est-ce que c'est la politique, comment ça impacte la vie des gens, puis comment ça a un impact plus large sur la société en tant que telle, puis comment les mouvements, puis comment l'implication fait une différence. C'était vraiment ça que j'ai vu. Puis après, ben, j'ai étudié en politique. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais c'était toujours quelque chose de plus théorique que pratique. Je lisais beaucoup, je regardais l'actualité, j'avais beaucoup d'opinions. On me disait que j'avais j'avais beaucoup d'opinions, je parlais beaucoup sur mes opinions, mais j'ai jamais pris la parole en public ou ainsi de suite. Donc, et puis après, par hasard, la vie m'a fait découvrir le Jeune Conseil de Montréal et comme une simulation qui ressemble beaucoup à ce que Daphné a fait, c'est une simulation où est-ce qu'on fait le travail d'une conseillère ou une mairesse ou un maire d'arrondissement ou de... Et puis, c'est là que j'ai découvert les rouages de la politique municipale. Puis c'est à quel point c'est vraiment une politique de proximité. Donc, ça vraiment impacte directement la vie de tous et chacun. Et puis de là, comme elle, justement, il y a quelqu'un qui m'a contactée pour me dire est-ce que tu veux te lancer à Projet Montréal pour des élections? C'était en 2017. Et je peux t'avouer, j'étais vraiment surprise parce que j'avais une connaissance très traditionnelle de qu'est-ce que c'est un politicien ou une politicienne ou comment on faisait la politique. Et quand on m'a abordé, j'étais comme j'ai 26 ans, je finis mon bac, est-ce qu'il y a des critères d'admission? C'est comme, faut pas que tu sois un peu plus âgé que ça. Bref, puis là, t'es comme, non, non, il n'y a aucun problème. Puis là, j'ai commencé, puis l'aventure, c'est très différent, la politique de terrain. Et ça engendre beaucoup de sacrifices et beaucoup de volonté en tant que tel. Et qu'est-ce qui te pousse, c'est que j'écrivais ça parce que j'avais peur d'oublier qu'est-ce que je voulais dire. Tu sais, la politique de terrain, c'est beaucoup de rêves, puis c'est beaucoup de frustration en tant que telle parce que notre voix n'est pas écoutée, puis c'est beaucoup de vouloir de changer quelque chose. C'est ça la politique de terrain, que des fois, on ne regarde pas ça quand on voit un reportage ou quand on voit des élections plus tard. C'est pas juste une statistique en tant que telle. Fait qu'en 2017, moi aussi, j'ai pas été élue, mais c'était une partie remise. Je savais que c'était dur le terrain sur lequel je m'aventurais, mais que c'est un pas de plus vers qu'est-ce qu'on veut. Puis en 2017, ben, j'ai eu l'occasion de le faire suite aux élections fédérales. Il y avait une élection partielle et je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer où est-ce que j'avais laissé. Et puis j'ai entamé encore une fois l'aventure de nouveau. Tu découvres toujours des nouvelles choses. Chaque élection, il y a des nouvelles choses. Chaque fois que tu entames une étape de plus dans la politique, tu découvres d'autres choses. Et puis, malheureusement, le COVID a chamboulé la vie de tous. Et c'était repris pour une date déterminée. Et ça donne aussi, la pandémie, ça a mis de la lumière sur des dossiers que peut-être ils existaient déjà sur la table, mais ils étaient tassés pour une période éventuellement dans le temps, mais ça a donné plus, c'est plus rapidement maintenant. Je pense que ça, c'est vrai dans chacun de vos arrondissements. Oui. Moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de résilience dans chacun de vos témoignages, de la combativité. Donc, vraiment, je me sens vraiment honorée d'être à ce panel avec vous. Juste pour contextualiser un petit peu, les femmes en politique à travers le monde, ça représente 20% des parlementaires. Donc, on est très loin de la parité. Dernièrement, l'ex-première ministre Pauline Marois disait qu'elle avait constaté que le double standard, elle l'a comme suivi tout au long de sa carrière politique. Et parmi les principaux obstacles que généralement on note à la carrière politique des femmes, on parle souvent d'une socialisation différente des filles et des garçons. On dit un petit peu moins aux petites filles qu'elles pourraient être première ministre. Le partage inégal du travail domestique et familial, un manque de ressources financières aussi,
Et puis aussi une petite culture du boys club dans les partis. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des choses similaires que vous auriez expérimentées en étant femme et en étant racisée et en ayant l'audace de vous lancer en politique? Ou est-ce que les défis sont autres? Je vous laisse la parole à celles qui veulent commenter. Je pourrais peut-être lancer la balle, puis après on laisse tout le monde parler. Mais en fait, premièrement, je tiens à saluer Arish et Daphné parce que vous avez osé de mettre vos noms sur un bulletin de vote. De quoi admirable vraiment. Moi, comme j'ai dit, organisatrice terrain, j'étais plus dans le behind the scene, comme on dit en anglais, de toute campagne. Donc, quand on parle de gestion de terrain, de coordination de bénévoles et de levée de fonds, j'étais plus en arrière au palier fédéral. Puis, les défis en tant que femme racisée en politique, c'est tout ce qui est remise de questions, je trouve. Donc, tantôt, je parlais que j'ai participé à 2 élections partielles dans le palier fédéral. Donc, ma toute première, dans mes premiers mois au parti, ça a été à Chicoutimi, le Fjord, dans 6 heures de Montréal. Moi qui ai toujours vécu toute ma vie dans mon île préférée. Puis ça a été c'était très différent de la campagne de Projet Montréal parce qu'on parle d'enjeux très différents. Ici, on ne parlerait pas de l'Internet l'accès à l'Internet à haute vitesse, mais à Chicoutimi, c'est comme l'enjeu principal. Rétention des jeunes en région, Chicoutimi, ça fait fureur. Puis évidemment, moi, quand j'allais cogner aux portes ou quand je parlais au téléphone, à la place de parler de la plateforme électorale, à la place de parler du parti ou de la candidate, on me disait toujours « D'où viens-tu? » Puis cette question, je l'entends partout, là. C'est d'où viens-tu? Puis avant, je disais, mes origines sont du Bangladesh. Ben là, depuis, pas récemment, mais depuis quelques années, je dis, je suis montréalaise. Puis après, ça leur remet en question. Fait que je leur lance la question, ça. Puis ils sont comme, ah, non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais de ce que vous voulez dire. Donc, je suis une fière Canadienne, une fière Québécoise, une fière Montréalaise d'origine bangladeshi que j'adore mes racines et mon bagage culturel. Puis, toute implication, en fait, encore une fois, j'ai dit que j'ai une formation biologiste, puis on entend que au sein de ma communauté aussi, que si tu étudies tout ce qui est politique, tu devrais être en politique. C'est une espèce d'entonnoir. Qu'est-ce que tu as fait au cégep ou à l'université, tu fais ça. Puis, tu sais, je me rappelle quand c'était avec le parti, puis avec Projet Montréal, je me disais, ben, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas la formation nécessaire pour faire ça, mais si j'aurais hésité, je pense pas que j'aurais été où je suis en ce moment, en train de parler des prochaines campagnes à venir. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, encore une fois, à cause de leur communauté. Moi, je parle évidemment de communauté sud-asiatique, où une femme en politique, ça se fait, mais ça se fait critiquer beaucoup. C'est de faire autre chose. C'est le boys club qu'on a dit, c'est un monde d'hommes. Mais tant qu'on a la motivation, tant qu'on a le support aussi, on en parlera tantôt, là, je pense que tout est possible. Puis, encore une fois, moi, je pense que la beauté de la politique, c'est accessible pour tous. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on a étudié dans les bancs de l'école, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, toute expérience qu'on a nous aide dans ce qu'on fait, surtout en politique. Donc, toute cette remise en question, toutes ces hésitations que nous, les femmes, on a, il faut se rappeler que we can do anything. Genre, on est capable de faire qu'est-ce qu'on veut, tant qu'on met cette volonté-là. Puis, c'est ça. Donc, moi qui étais très timide dans le passé, si on me disait que dans quelques années, tu donnerais des formations à 78 candidates du PLC à partir de la province, j'aurais dit non, dis-moi. Mais c'est ce que je fais en ce moment. Puis, cette fierté-là, puis cette volonté-là, faut l'avoir tout au long. Faut pas oublier que la seule personne qui peut nous motiver avant tout, c'est nous-mêmes. Bravo, Samia. Merci beaucoup. Est-ce que Arish ou Daphné, vous voulez commenter ou parler un petit peu de comment vous avez...
Ben, je vais continuer. J'aime beaucoup ce que Samia disait parce que ça résonne en moi. Euh, il y a des obstacles, c'est sûr. Tu parlais de remise en question, puis effectivement, il y a beaucoup de remise en question par rapport. Moi, je suis une mère de famille, puis je me demandais, est-ce que c'est possible d'être une mère de famille puis être en politique? Il y a beaucoup de questionnements parce que je veux prioriser ma famille. Donc, je ne sais pas si tout le monde pense comme ça, mais moi, j'ai des priorités, j'ai des valeurs qui reviennent. Puis, je ne voulais pas comme sacrifier ma famille pour ma carrière. Donc, je veux tout, mais en même temps, j'ai des priorités dans ce que je veux. Euh, Moi, en tout cas, j'ai le support de mon conjoint. Donc, durant la première campagne électorale, moi, j'ai fait le choix que ben, j'ai continué à travailler. Fait que je faisais mes porte-à-porte, puis je pouvais travailler de la maison. Donc, des fois, je commençais à travailler après mes porte-à-porte à partir de minuit. Je faisais comme. Mais c'est des choix qu'on fait parce qu'on veut quelque chose. Donc, j'ai fait le choix. Tu sais, on parlait de résilience. C'est une des résiliences. Comme, j'ai douté. Même quand j'étais à CTS, j'ai beaucoup douté parce que je me disais, bon, est-ce qu'il y a des femmes qui ont des enfants ici? Est-ce qu'il y a comme. Ou, il n'y a pas beaucoup de femmes racisées. Donc, c'est bien de se revoir parce que quand on se voit ailleurs, mais on est capable de se projeter. En fait, un des obstacles que j'ai vu beaucoup, c'est que je n'ai pas nécessairement un milieu ou un entourage qui est politisé ou qui est intéressé par la chose politique. Donc, au niveau de la contribution financière, moi, j'ai trouvé ça assez difficile. Parce que, tu sais, on parle des ressources financières, c'est important là, quand on est candidat pour aller chercher. Puis là, il fallait que j'explique, il fallait que, tu sais, comme, il y a peut-être d'autres types de candidats qu'eux, ils ont déjà une culture autour d'eux politique qui fait en sorte qu'ils ont des explications qu'ils n'ont pas à donner. Puis moi, j'étais comme néophyte, là. Je commençais. Il fallait que j'explique quelque chose que je ne connaissais pas trop, mais bon, avec mes mots pour aller ramasser de l'argent. Mais moi, je n'étais pas habituée de demander de l'argent là, aux gens. Comme j'ai dû sortir de ma zone de confort pour aller demander aussi du support en termes de bénévoles. Il fallait aussi que j'aille chercher des bénévoles. Ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude. Il y a toute une culture que je tombais dedans, que je n'étais pas trop au courant. Et toute la connaissance politique que je n'avais pas au niveau de comment on fait une campagne. Comment est-ce qu'on fait du porte-à-porte? Moi, la première fois, c'était la première fois que je faisais du porte-à-porte, là, comme, je veux dire, comme, puis c'est aussi les questions qui reviennent, tu le sens des fois, comme tu fais le porte-à-porte, puis les gens se demandent, c'est qui la candidate? C'est moi. C'est moi! C'était comme de passer par-dessus, des fois, comme on peut sentir le jugement, mais c'est de passer par-dessus puis d'insister sur c'est quoi que je veux amener comme changement, c'est quoi que je veux amener. C'est comme on parle de résilience, mais il y en a de la résilience parce que même si on voit comme du jugement ou un regard qui se pose des questions, il faut juste le passer de côté puis revenir sur le message. Même si, comme des fois, des gens me disaient des choses qui n'étaient pas très intéressantes, mais c'est pas grave. C'est juste une porte. On passe à l'autre. Donc, il faut comme se dire, si on a un objectif, il faut le mener à bout. Mais il faut surtout avoir du support. Puis ça, je pense que c'est tellement important. Puis avoir comme des gens qu'on connaît qui soit ont été en politique, qui sont capables de nous donner des conseils, puis de nous supporter. Parce que quand on est dans un entourage ou un milieu qui n'ont pas cette connaissance, c'est difficile. On ne peut pas aller comme juste ah ben tiens, je vais faire 5-1-4, puis as-tu déjà vécu cette chose? As-tu déjà vécu? Tu n'as pas nécessairement cette possibilité tout de suite. Donc, ouais, c'est plutôt comme le milieu dans lequel on vit, on doit comme on doit comme éduquer notre milieu pour en faire des alliés par la suite. Puis ça, c'est un défi. C'est un excellent point. Merci beaucoup, Daphné. Arish, à mon tour. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Je veux rebondir sur ce que Samia a dit, puis qu'est-ce que Daphné a dit, parce que c'est des très bons points. Moi, je dirais, Pauline Marois parle du double standard. Moi, je pense que je parlerais du quadruple standard, parce que nous, on vit double standard, mais dans deux milieux tellement différents. Fait qu'on vit des doubles standards qui sont doubles standards aussi.
Et ça, comme femmes racisées, ça met comment, je trouve pas le mot, désolée. Correct. Les épreuves qui sont devant nous sont un peu plus difficiles. On a des barrières plus grandes à franchir. Donc, moi, je viens de la communauté maghrébine, puis comme Samira, l'idée d'une femme en politique, il faut la démystifier. Même moi-même, avant même que je me lance en politique, j'ai une idée bien faite, une moule de qu'est-ce que c'est un politicien. Même pas quand on parle de politique, une politicienne, c'est la deuxième chose qui nous vient en esprit. On pense toujours que quand on parle de politique, c'est toujours un politicien, un premier ministre, un président. C'est la première chose qui nous vient en tête. Et c'est des idées qui sont tellement ancrées en nous, dues à une éducation de longues années et aussi une représentativité qui n'existe pas. C'est très rare où est-ce qu'on se voit dans un politicien, où est-ce qu'on entend un discours qui vient nous chercher. Donc, c'était une des épreuves que je devais toujours me réapproprier cette image-là de la politicienne à mon standard, à moi, comment moi je voyais. Et j'ai essayé de vendre cette image-là. Parce que c'est comme une nouvelle marque que tu es en train d'essayer de rentrer sur le marché. Et puis comme Daphné a disait, le support, c'est très important. Fait que tu te lances sur un terrain comme une première expérience, par exemple. Puis il y a des gens que ça fait genre 30 ans qui font de la politique. Fait que le discours, ça devient facilement demander de l'argent aussi pour certaines communautés. C'est assez tabou, aller demander de l'argent pour la politique. Ils sont comme non, on veut pas. C'est aussi comme étant femme. Autre que se faire douter soi-même, c'est toujours revoir à répéter, encore une fois, je dis encore se vendre, vendre l'image qu'on est capable. C'est plus que juste une apparence derrière ça. Tu sais, dans le coco, il y en a aussi, là, il y a des choses à l'intérieur. On est apte. C'est juste que ces épreuves-là nous... ce double standard où est-ce que c'est épuisant et c'est pour ça qu'on est résilient. On est doublement résilient parce qu'on est doublement épuisé comme femme racisée. Et c'est pour ça que quand on se lance, on a un objectif justement parce que et Samia ne dit pas que oui, c'est un nom sur une pancarte, mais sans des gens comme toi, des femmes comme toi sur le terrain, ou comme Éléonore, nous, on ne peut pas se présenter sur des pancartes. Et ce travail-là, c'est une chaîne continue pour dépasser ces épreuves-là et ces standards et ces doubles et quadruples standards qui existent. C'est aussi, encore une fois, se réfaire l'image de la politique qui est la politique de tout le temps, qui existe, le Boys Club et tout ça. Je pense qu'on a aussi sous-estimé une très grande part de la génération, la jeune génération, qui ne sont pas intéressés par la politique. C'est des sujets qui ne viennent pas les chercher. Et c'est encore dans l'image très fixée que ce monde-là n'est pas accessible à nous parce qu'on ne va pas le comprendre anyway. Même si on va s'aventurer, ce n'est pas le nôtre. Puis il y a d'autres mondes qui vont porter notre voix, notre place. Mais justement, la minute qu'on réalise que personne ne portera ma voix autre que moi, surtout quand j'ouvre la télé ou j'ouvre le journal ou je regarde Facebook, je ne les vois pas, ces gens-là. Ils ne me représentent pas. Et c'est pour ça que différentes épreuves, oui, et il en restera longtemps chaque fois qu'il y en a encore, puis il en restera. C'est pour ça que le travail est très important de le continuer. Donc, oui, le financement, oui, parler de bénévoles, d'aller chercher, de montrer aussi, les gens pensent que une campagne électorale, par exemple, où c'est facile à faire. Si seulement on pouvait faire... c'est pas facile à faire. C'est facile peut-être quand on gagne cette journée-là. Oui, c'est facile ce petit 15 minutes, là, mais c'est du long travail. C'est y croire et puis mettre en application et puis travailler très fort et puis continuer à travailler très fort. Et tout au long, on a ce travail, comme je disais, du quadruple standard où est-ce qu'on doit tout démystifier par-ci, par-là. Et donc, c'est un choix à faire, comme Daphné a dit. Puis il faut que si on le veut, pas seulement pour nous, mais pour les générations qui sont... Moi, je n'ai pas d'enfants personnellement, mais j'ai des nièces. Puis quand je les vois, je me dis, j'aimerais pas qu'eux
en 2042, on va dire, ils vont devoir se battre pour les mêmes choses que moi, je me bats maintenant. Elles peuvent se concentrer sur autre chose. Ouais. Like, elles peuvent se concentrer sur d'autres sujets que se battre parce qu'elle veut être une femme racisée en politique. J'espère vraiment, mais je pense que déjà le fait que vos faces soient sur des affiches, bon, pour tous ces neveux et nièces, pour mes enfants aussi, c'est des modèles qui font que oui, elles vont être en mesure de s'imaginer par la suite éventuellement avoir un jour leur face sur une affiche électorale. Donc, merci beaucoup à chacune d'entre vous pour votre courage. Je vais continuer avec la deuxième question. Donc, on a parlé un petit peu de tous les obstacles qui s'en viennent à travers la carrière d'une femme en politique. Puis, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place jusqu'à présent pour aider les femmes, je ne parle pas des femmes racisées, mais les femmes pour augmenter leur représentativité tant au niveau au travail, mais aussi dans le milieu politique. Donc, il y a eu l'adoption de quotas dans certains pays, le recrutement de nombre paritaire de candidats. C'est sûr que plus on a de candidats femmes, plus on augmente les chances. L'aide à la conciliation travail-famille. Je sais que notamment Projet Montréal a fait quelques avancées dans ce domaine-là. Il y a plusieurs élus qui ont eu des enfants et qui ont pu bénéficier d'un semi-congé parental. La socialisation politique des femmes, il y a sûrement encore beaucoup à faire, le financement de projets structurants qui aident les femmes. Et présentement, d'ailleurs, Projet Montréal finalise une plateforme qui va s'appeler le Parcours Tremplin et qui va être un outil justement d'éducation et qui va en fait aider les personnes qui sont issues de groupes qui sont sous-représentés à entrer en contact avec les élus et à être soutenues jusqu'à leur élection, donc de façon à pouvoir avoir quelqu'un à qui poser des questions et puis comprendre comment marche la machine et tout ça. Donc, sur cette plateforme, si j'ai bien compris, il va y avoir des événements virtuels, il va y avoir aussi des documents qui vont être explicatifs, qui vont être déposés, et tout ça entre février et avril jusqu'aux investitures, puis après, ça va continuer sur autre chose. Donc, ça, c'est des belles initiatives, mais j'aimerais savoir si, pour vous, toutes ces mesures que je viens de citer, elles sont suffisantes, intéressantes, et puis est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient réellement, que les partis politiques pourraient adopter pour vraiment soutenir les femmes racisées qui veulent se lancer en politique? Ben, moi, je le vois comme en deux temps. Premièrement, je dirais que le soutien ou la socialisation vraiment on parlait de socialisation politique, je pense, c'est super important. Moi, c'était elle, comme je disais, ça m'a comme montré un peu c'était quoi, pas un peu, beaucoup, démystifier. On parle beaucoup du mot démystifier et je pense que pour les femmes racisées, démystifier le rôle d'un élu, c'est tellement important parce que de l'extérieur, ça a l'air, en fait, on voit les politiciens de loin et ça a l'air tellement comme impossible. C'est tellement loin de nous, le monde politique. On le voit à la télé, on voit les élus et tout. Mais une fois qu'on a la chance de côtoyer des élus, qu'on a la chance qu'on nous parle de c'est quoi être un élu, ça devient un peu plus à l'échelle humaine. Ça devient un peu plus comme possible. Puis je pense qu'il faut que les femmes racisées le voient comme possible. C'est sûr que plus qu'il va y avoir de femmes racisées dans le milieu politique, et mieux et plus grand va être le nombre de personnes qui vont se lancer, parce qu'ils vont se voir. Mais je pense qu'il faut commencer par vraiment de mettre des choses, vraiment des programmes structurants pour assurer une formation, assurer comme une démystification de ce rôle pour comme permettre à plus de femmes racisées de le voir comme une option. Tant et aussi longtemps que ça reste comme un monstre ou une chose qui est loin de nous, ben c'est pas, ça devient pas accessible. Il faut le rendre accessible, donc il faut le démystifier. Et en deuxième temps, une fois que la personne est candidate, il faut l'aider. On parlait de projet tremplin, je pense, parcours tremplin.
c'est tellement important parce qu'une fois que tu es candidate, c'est vraiment là que le travail commence. Si on n'a pas de support, on ne sait pas comment, on part de loin par rapport à d'autres candidats. C'est tellement, tellement, tellement important d'avoir quelque chose de structurant, pas seulement comme un aide, mais vraiment quelque chose comme un parcours déjà préétabli, je veux dire, la roue, elle existe depuis longtemps. On ne va pas réinventer la roue. La seule chose que nous, on demande, je pense, c'est de l'adapter à notre parcours, à qui on est. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je prends la parole. Qu'est-ce que Daphné disait, c'est super important. Mais pour répondre à ta question, oui, qu'est-ce qui est en place, c'est super. Et il a fallu des femmes pour qu'on pense à ça. Tu sais, parce qu'un congé parental au conseil municipal, ça fait pas 50 ans de ça, là. Ça fait genre même pas une dizaine d'années. Il fallait qu'une femme tombe enceinte pour qu'on y pense. Parce que la réalité, quand on la vit, c'est là qu'on développe et c'est pour ça que c'est des réalités de terrain. C'est pour ça que c'est des expériences, c'est des personnes derrière les politiques. Et c'est des personnes que quand ça nous arrive, ça nous impacte notre vie, eh bien, on y pense pour la société dans l'ensemble. Et c'est pour ça que ces mesures-là, c'est pour ça que la diversité au sein des politiques est très importante parce que si on avait tout le monde pense de la même façon et tout le monde vit les mêmes réalités, mais on va avoir des politiques qui n'englobent pas tout le monde. Et les femmes sont la moitié de la société. Donc, si on n'a pas la moitié de la société dans la salle, la moitié de l'autre société est comme un peu oubliée. Et c'est des politiques qu'on ne les comprend pas. Et socialiser, comme elle disait, parce que justement, si on pense qu'on ne peut pas arriver à ça, puis on n'a pas les outils en place et l'information en place, parce que moi, avant que quelqu'un me présente le fait que je peux devenir candidate, j'aurais jamais pensé peut-être devenir candidate. Ça ne m'aurait pas passé par l'esprit. Parce que je me dis, c'est quelque chose que je ne peux pas faire anyway. C'est tellement loin et c'est tellement pas accessible pour moi. Et pourtant, c'est tellement facilement accessible. Je veux dire, facilement, tu peux comme t'inscrire puis le donner, mais après, le chemin est long, là, mais je veux dire, c'est là pour toi. Tu sais, ça prend pas... tu sais, par exemple, le monde pense, dans certaines communautés, il faut que tu aies un diplôme d'études supérieures ou il faut que tu aies une éducation. Tu sais, non, il y a des gens que ils n'ont pas peut-être, par exemple, moi, mon père, tu sais, quand il est venu, il a un diplôme, mais pas d'études supérieures. Mais lui, il aurait pu se présenter parce que son bagage de vie et beaucoup de parents, beaucoup de personnes issues d'immigration vivent ces réalités-là à certains moments de leur vie parce qu'ils pensent que les barrières sont là, puis ils ne peuvent pas les dépasser, encore une fois. Aussi, c'est beaucoup les mesures, il en restera toujours, ou est-ce qu'on fait toujours, comme elle disait Daphné, la roue, elle existe, mais il faut que l'intérieur de cette roue-là, les mécanismes qu'il y a, c'est là où est-ce qu'on peut apporter un update, si tu veux. C'est là l'update, c'est là que c'est très important parce que la société évolue, les générations évoluent avec ça et comment faire la politique évolue avec ça. Et c'est là que les différentes politiques ou les différents programmes qui vont être mis en place doivent être bien étudiés, bien standardisés et programmés pour que ça soit, pour que ça accommode tout le monde, tout et chacun. Mais précisément, pour les personnes qui peuvent tomber dans les cracks, dans les fissures de la société, que peut-être les programmes standards qui ont été mis, ça fait je ne sais pas combien d'années, les englobent pas, mais ces programmes-là qui vont être revus et réétudiés et restructurés pourront englober tout le monde, et ça vraiment tout le monde, avec les personnes qui peuvent être oublié facilement par une roue qui fonctionne ou un système qui fonctionne depuis très longtemps. Et pour les femmes racisées en politique, bien, c'est justement un programme qui a été fait très longtemps. N'a pas vu qu'à certains moments dans l'histoire, il y a des femmes qui vont s'intéresser de la politique. Et puis après, quand la politique, il y avait des femmes, ben, on n'avait pas compris que peut-être on ne s'attendait pas qu'il y a des femmes racisées, que ça leur tentait aussi de devenir premier ministre ou conseillère. Fait que c'est du monde qui, quand elle est devenue la première femme à faire ça, mais elle a ouvert la porte et elle va pouvoir s'asseoir et justement faire
passer des lois, parce qu'il faut qu'on passe par là, passer des lois et mettre des programmes pour du financement, pour mettre des programmes en éducation, pour des programmes de soutien. Tout ça prend du financement et tout ça découle d'un certain niveau politique où est-ce qu'il faut avoir une prise de décision. Mais si sur la table où est-ce que la décision est prise, les décisions sont prises, il n'y a pas quelqu'un qui amène ces idées-là, ben les décisions ne vont pas être prises pour que ça découle l'argent et les programmes et la structuration pour les prochains programmes. Donc, voilà. Et si je peux ajouter très rapidement, dans toutes les mesures, autant perspectives, mettons, politiques, à travers des simulations, par exemple, à travers l'implication citoyenne, puis aussi du bord, mettons, électoral, étant une accro de tout ce qui est organisation électorale. Je trouve une mesure qui peut être implémentée parce que je salue le parcours tremplin. J'ai assisté à la présentation qui a été faite au comité diversité. Et ça donne un très beau portrait de à quoi s'attendre en élection, parce que comme ça a été dit, dès que tu tombes en campagne électorale, c'est tout différent, c'est vraiment différent. Puis au moment où tu es élu, là, c'est une autre réalité. Moi, une suggestion que j'apporterais à la table, ce serait tout ce qui est mentorship plus soutenu, d'un sens que entre femmes et femmes, pas forcément, mettons, on va se dire, mettons, automatiquement, OK, une élue doit mentorer une candidate. Non, ça peut être aussi des anciennes candidates qui peut-être ne vont pas se représenter à la prochaine élection. Je dis un exemple de même, parce que, mettons, une candidate racisée qui doit jumeler campagne, travail peut-être, ou même vivre à travers un congé sans solde et avec la famille, c'est seulement une autre candidate avec le même parcours qui pourra comprendre. Moi, en tant que staffer, on a en ce moment des candidates en place, puis elles me parlent des problèmes, puis je peux être sympathique avec eux, je peux montrer de l'empathie, mais encore une fois, moi-même qui n'a pas encore été qui n'a pas été candidate, je peux pas dire, ben, c'est comme ça que tu dois sentir, c'est juste une autre candidate. Fait que tout ce qui est mentorship qui peut être mis en place dans les partis politiques, et je dis pour tout là, en fait, vraiment, je trouve que ça peut être bénéfique parce que ce sont des réalités vécues par une personne que d'autres personnes peuvent comprendre. Puis je parle candidate, mais ça serait peut-être très important aussi parce que en plus je veux voir plus de candidats, mais je veux aussi voir plus de directrices de campagne, de coordinatrices, de bénévoles, tout ce qui est gestionnaire féminine. On veut en voir plus de ça. Donc, voir une façon de mentorer aussi ces rôles-là, parce que j'en ai connu en 2017 de fantastiques coordinatrices et gestionnaires femmes et aussi racisées. Donc, peut-être encore une fois, s'il y a de nouvelles personnes qui sont prêtes à prendre ces défis-là, est-ce que les anciennes pourront mentorer aussi les nouvelles à venir? Donc, une suggestion que je mets sur la table. Merci beaucoup, Samia. En plus, tu m'ouvres la porte pour ma dernière question, étant donné que, oui, les partis politiques apprennent de leurs erreurs, avancent. Projet Montréal aussi apprend de ses erreurs et avance et essaye avec ce parcours tremplin de combler un manque qu'il y a pu y avoir en 2017. Mais malgré tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'aimerais savoir comment on peut s'entraider entre nous. Moi, je sais déjà que n'importe laquelle d'entre vous ou n'importe quelle femme racisée qui va se lancer en politique, moi, je vais être sur le terrain, je vais faire du porte-à-porte pour cette personne et tout. Mais quelles sont les autres façons ou comment on peut faire pour s'entraider entre nous? Puis Samia, je pense que ta réponse de tantôt nous ouvre un petit peu la porte vers cette question. Juste pour peut-être continuer ma réponse tantôt, le cercle personnel avant tout, parce que j'ai vu des questions passer par rapport au support que, encore une fois, des candidates doivent avoir, mais aussi tout, je pense, personnel, politique aussi, féminin, c'est tout ce qui est support. Pour moi, le support, je le vois dans mon cercle personnel, dans tous mes membres de famille, tous mes amis qui me voient, ceux qui m'ont vu dans le terrain, puis qui prennent de mes nouvelles,
comme aujourd'hui, comme c'est avant, comme avant de venir dans le panel, beaucoup de commentaires de mes amis qui disent hey, you got this, tu vas bien faire ça. Fait que tous des messages comme ça, le support continu de mes amis et membres de famille, c'est ce qui me motive parce que, évidemment, chaque journée en politique, on a toujours cette image aussi que toute personne en politique doit être souriant 24 heures, 7 jours, mais ce n'est pas ça la réalité. Il y a des bas, comme il y a des hauts aussi. Donc, c'est avec mon cercle personnel que je me confie, que je dis, hey, aujourd'hui, ça a été un peu difficile que les autres, puis mon cercle personnel qui me donne la motivation d'affronter ces défis-là, puis de continuer à chaque jour, c'est très important pour moi. Puis, encore une fois, une candidate aussi qui veut se présenter, je pense que le cercle personnel, en plus de se faire confier, le cercle personnel va être aussi les premières personnes, à mon avis, qui vont les soutenir. Donc, j'ai aussi vu des questions comme dans le chat qui dit comment recruter des bénévoles, comment recruter des donateurs. Les candidates, à mon avis, sont les meilleures personnes pour faire ces demandes-là à leurs alentours, bien que ce n'est pas facile, j'avoue. Mais vu que vous êtes la personne que vos sœurs connaissent très bien, ça serait vraiment un oui, juste parce que c'est vous qui faites la demande à ces personnes-là. Donc, en plus de ce support-là, de vous motiver aussi, encore une fois, très facile de le dire que de le faire, je dois avouer, de s'auto-motiver, surtout comme en campagne aussi, là, des heures comme c'est des horaires de 8 du matin à 9 heures du soir, là, c'est pas évident, c'est 7 jours sur 7, mais à la fin, on a nous, là, c'est nous-mêmes, fait que c'est s'auto-motiver, c'est aussi très important aussi dans avancer politiquement. Puis aussi, juste pour ajouter, c'est une personne dit que je veux m'impliquer, mais c'est peut-être pas en étant candidate tout à fait bien correct. C'est pas tout le monde qui peut, par exemple, prendre des congés sans solde ou qui peut pas balancer, mettons, travail, études, des campagnes. Soyez bénévole en premier. Ce sont les premiers pas, ce sont mes premiers pas que j'ai fait dans la sphère politique. Et surtout quand une équipe est en place, qui est prête à encadrer les bénévoles, l'expérience est très, très positive. Par la suite, tu veux gravir l'échelle, c'est peut-être directrice de campagne pour un arrondissement ou pour une campagne d'un comté. C'est toute une échelle à gravir vraiment. Puis qui sait, on a peut-être des participantes en ligne qui seront candidates peut-être cette année ou dans 4 ans ou dans les années à venir dans n'importe quel palier. Je l'espère. Merci. Je vous laisse la parole, Daphné, Harry. Je vais prendre la parole. Tu disais, Léonore, comment nous, on pense, c'est ça? C'est quoi les pratiques qu'on pourrait mettre en place qui seront très utiles pour une prochaine campagne? Je pense que premièrement, il faudrait revoir notre langage et l'ajuster sur le terrain. Je pense que c'est très important de prendre ça en considération quand on s'attaque à différents arrondissements. Oui, peut-être les grandes lignes sont les mêmes, mais c'est aussi avoir, je pense, pas un carnet, mais une liste qui sera apportée parce que, oui, comme Samira a dit, le cercle, ton cercle premier, là, tes amis, ta famille, ton réseau et ta communauté dans laquelle ou de laquelle tu proviens sont très importants. C'est ton premier support dans un long marathon. C'est un marathon et en même temps une course. Tu fais les deux en même temps, genre parallèlement. Et puis, il faut que tu montres que tu supportes, puis il faut beaucoup de support. Parce que des fois, après une longue journée de campagne, avant de dormir, tu te dis, mais dans quoi je me suis lancée? Est-ce que vraiment, est-ce que moi, je suis la bonne personne pour faire ça? Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, parce que tu sens que, oui, tu sais que, sincèrement, tu le sais au fond de toi que tu es la bonne personne, mais en même temps, c'est idée, puis on a tellement, comme femmes racisées, peur de dire ça fort des fois parce qu'on a peur de se faire juger pour se dire ben, on t'a dit de ne pas te lancer en politique, c'est pas ta place. Tu sais? Puis là, tu es comme que je vais garder mes doutes pour moi. Puis c'est pour ça que c'est ce cercle premier, justement, pour
s'enlever la gêne et la peur d'aller demander du financement, par exemple, ou de rallier des gens derrière une idée que toi-même tu y crois, mais des fois, tu ne sais pas comment la faire croire aux autres. Et amener des bénévoles, oui, c'est bien bon parce que des fois, ils le font pour toi, pour ta personne. Et ça te met, ça te met encore plus de responsabilité parce que the standards, ils sont tellement hauts que tu es comme, OK, il ne faut pas que je déçoive personne, là. Il faut que j'y aille. Tu sais, puis ça, c'est vraiment difficile parce que tu as beaucoup de responsabilités comme candidate en même temps parce que, comme tu as dit, Samia a dit des bons points. Les premières personnes à qui tu vas demander de l'argent, c'est le monde que tu connais parce qu'ils sont sympathisants, ils vont te le donner. Tu sais, ils vont être là. Mais ça, des fois, c'est plus difficile parce que c'est le monde où est-ce que tu dois à qui le plus convaincre. Puis là, ça prend doublement de l'effort parce que tu pensais que tu n'avais pas cette bataille-là à le faire, mais tu vas le faire. Tu sais, c'est beaucoup le quadruple standard, je le reviens encore, parce que c'est vraiment une réalité, là. Puis c'est aussi, encore une fois, je pense que c'est de revoir la manière dont on apporte la politique. Je peux parler vraiment de ma communauté où est-ce que la politique, même en 2020, même chez les jeunes, en 2021, c'est encore un sujet qui n'est pas égal à des histoires de succès ou de l'intérêt en général. Les gens sont comme, ils perdent de foi, on dirait, dans la politique, et c'est de renaître cette envie-là vers la politique. Et ça passe par, encore une fois, les moyens de sensibilisation, l'éducation de terrain. C'est de revoir aussi, d'avoir de revoir le langage, la diversité, de revoir comment on apporte ces idées-là sans être entitled à notre privilège, puis de venir du haut vers le bas pour se sentir comme quoi on leur explique quelque chose de nouveau qu'eux, ils ne comprennent pas. Mais c'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est juste que c'est pas qu'ils ne comprennent pas, ces personnes-là, c'est pas qu'ils ne comprennent pas la politique, c'est qu'ils n'ont jamais été côtoyés à ça. Ou quand ils ont été côtoyés, c'était un sujet qui est synonyme à la peur ou on se méfie de ça. Et ça pousse à beaucoup de gens qui ne sont pas impliqués ou qui veulent être impliqués et ils ne l'ont pas. Et ça, pour moi, ça passe par l'éducation. C'est ça que j'entends. C'est qu'en fait, d'être nous-mêmes des mentors pour les gens autour de nous. Oui, le mentorat, c'est une... Et ça, maintenant, je crois que... Oui, c'est... Excusez-moi, il faut vraiment que je branche mon ordi Zoom parce que sinon, je peux être là. C'est correct. De toute façon, je vais donner la parole aussi oui. à quelques minutes avant la fin de cette rencontre. Ça a été trop vite. Oui. J'aimerais t'entendre. J'aime beaucoup la question parce que je la trouve importante parce que tout à l'heure, je disais le support, c'est prioritaire. Mais encore une fois, avant le support, il faut se faire confiance. Je pense que la meilleure façon de se supporter entre nous, c'est de commencer par nous faire confiance nous-mêmes. Puis une chose que je n'ai pas dit au début, puis que je trouve que c'est un obstacle, souvent, en tout cas, ça l'a été pour moi, c'est le sentiment que je n'ai pas le droit à l'erreur. Puis peut-être ça vient de moi, peut-être c'est la société qui me donne cette impression, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes racisées ou de femmes racisées. J'ai comme une impression que je dois porter comme le flambeau ou le modèle pour que... je pense que c'est Kamala Harris qui disait que sa mère disait si tu es une des premières à atteindre des sommets, assure-toi que tu n'es pas la dernière. Puis moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'habite parce que je trouve que si on est capable d'ouvrir une porte, il faut s'assurer de la maintenir ouverte. Puis ça, ce sentiment-là, des fois, ça peut être un obstacle parce qu'on a l'impression qu'il faut tout faire parfait. Puis que peut-être même que, tu sais, si on fait une erreur, les médias vont comme plus nous rentrer dedans que... Donc, tu sais, il y a cette lourdeur qui peut nous accompagner des fois quand on est une femme racisée, qu'on porte avec nous, puis qui peut nous ralentir. Fait qu'il faut aussi... En se soutenant, il faut se faire confiance en premier. Deuxièmement, je pense que quand on a une expérience politique, il faut être un support pour une autre. Pas juste avant la campagne, durant la campagne, mais surtout après. Ouais. Que la personne ait gagné ou qu'elle ait été défaite, elle a besoin de ce support. Pas dans tous les sens. Je pense que c'est la campagne... on ne doit pas, comme je pense que pour les partis politiques, on ne doit pas arrêter au moment de l'élection, mais on doit continuer après aussi.
Ouais, tout à fait. Juste pour comme, soutenir cette candidate-là qui va peut-être se représenter une autre fois, où on veut en fait qu'elle se représente. Parce que des fois, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois, mais son expérience, elle continue, pas au moment de la défaite, mais même après, son expérience politique continue. Et puis, il faut la maintenir, cette expérience-là. Parce que je sais qu'en 2017, il y en a peut-être qui ont eu des mauvaises expériences, puis je pense que c'est important tout au long, pas juste avant les élections, mais durant les 4 ans des élections. Oui, tout à fait. Voilà. Merci infiniment. C'est tellement important comme point et ça me parle en tant que star politique. Je vous rassure, personne n'est parfait. On a le droit à l'erreur et on a le droit à faire de notre mieux et puis d'être des modèles imparfaits. On peut le dire comme ça. Alors, malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai essayé de voir si on arrive à répondre peut-être à une ou deux questions. Je regarde le Q&A. Alors, on a par exemple Laura Bernal qui a écrit « À quel point est-ce que l'hésitation des femmes impacte leur rétention en politique ?» Je pense que c'est énorme. Je pense que c'est un des points, je pense, qui est tellement... Je pense que c'est un point important. Il y a tellement de doutes qui viennent parce que je pense qu'on a tous, comme indiqué, des embûches qui viennent, mais psychologiquement parlant, il y a comme une frontière qui se met entre nous, puis il faut la défoncer. Tout à fait. Il ne faut pas juste comme... Il faut vraiment comme courir puis pas y penser. Oui, effectivement. Puis voilà, malheureusement, l'heure file, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais par chance, je pense que en général, vous avez répondu plus ou moins à beaucoup des questions qui ont été posées dans le chat. Je veux quand même prendre le temps, comme il nous reste juste 2 minutes, j'aimerais prendre le temps de vous dire merci à chacune d'entre vous d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions et d'avoir cet entretien entre vous et avec moi comme témoin. Vous êtes des femmes formidables et je ne le dis pas pour la rhétorique. Sincèrement, je vous connais personnellement, je vous ai croisé, je vous ai vu sur le terrain, puis on est chanceux de vous avoir. Alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais en tout cas, moi, je vous le dis, on est extrêmement chanceux de vous avoir. Donc, avant de vous quitter tous, j'aimerais quand même dire un gros merci à Amine Damada, qui est responsable du comité diversité et des relations avec les communautés et qui m'a beaucoup aidé pour préparer cette rencontre, ainsi que Pascal Monnier, qui organise le comité femmes de Projet Montréal et qui aussi avait très à cœur de participer à cette rencontre. Et puis aussi, j'aimerais saluer à la régie mon collègue Simon. Tous, vous faites en sorte que des événements comme ça peuvent avoir lieu, qu'on ait la paix d'esprit et que tout se passe bien. Donc, merci infiniment. Pour les personnes qui sont dans le public et puis qui seraient intéressées par le parcours tremplin, par en savoir plus, à savoir comment éventuellement ils pourraient s'impliquer en politique municipale, je vous invite à nous écrire à tremplin@projetmontréal.org. Mon collègue Simon vient de mettre le courriel dans le chat. Et sachez que le lancement aura lieu ce jeudi 4 février en ligne. Donc, vous pourrez le voir sur la page de Projet Montréal, sur nos réseaux sociaux, Instagram, tout. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, vous inscrire. Et puis, on continue la discussion et on continue le combat pour plus d'équité dans nos instances politiques. Merci, merci mesdames. Merci à toi, Léonore. Merci à tout le monde. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.